La vérité en face. Et la vérité en face, les économistes répondent aux populistes. Ce livre, aux éditions Odile et Jacob, ça pourrait être un film, exactement. Françoise Benamou est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Économiste, spécialiste de l'économie, de la culture des médias et professeur de grandes écoles, coprésidente du Cercle des économistes et co-directrice de l'ouvrage aussi, de ce collectif. Alors Françoise Benamou, c'est vrai que ce matin avec Cécile, il y avait des chiffres et chaque jour, il y a une avalanche de chiffres, notamment dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale sur les millions, les milliards qui circulent, etc. Et on a parfois du mal à s'y retrouver. C'est un peu le sens de votre livre aussi, pour donner un petit peu d'éléments de contexte. Sur cette manipulation des chiffres. Exactement, ça a été une idée, une des idées de départ, c'était justement de mettre un petit peu de connaissances, je dirais pas scientifiques, mais juste objectives, dans ce qui se raconte. Et on s'est dit que ce serait intéressant de faire appel à pas mal d'économistes, nous sommes une trentaine au Cercle des économistes, là il y en a 17 qui sont intervenus dans ce livre, pour essayer justement de proposer des pistes de compréhension de la question économique qui est vraiment compliquée en ce moment, il faut bien le dire. Mais vous le dites d'ailleurs, parce que l'interrogation qu'on a nous, c'est comment faire le tri, vous le dites vous-même, que les économistes ne sont jamais d'accord entre eux. Oui, absolument, et d'ailleurs on le voit en ce moment, on voit qu'il y a des débats entre économistes qui sont des débats assez fort, mais moi je m'en réjouis parce que l'économie, c'est une économie politique, c'est-à-dire il y a à la fois l'objectivité des chiffres, mais il y a aussi l'interprétation des chiffres, les analyses qu'on peut en faire. Et ce que je crois très important, c'est d'essayer d'expliquer au grand public justement comment, à partir d'un chiffre, il faut aussi savoir lire ce chiffre en quelque sorte. Et c'est vrai, par exemple, là, c'est programme un peu contre-programme, mais sur la NUP, il y a eu un certain nombre d'économistes qui ont signé en fait une tribune pour dire que oui, tout ça, c'était applicable. Et il y en a d'autres qui disent non mais c'est de la folie, c'est de la folie totale quoi. Donc c'est vrai que là pour les auditeurs et puis des gens que vous considérez peut-être comme populistes aussi, mais qui se disent mais attendez, on est un petit peu perdus quand même face à ça. Et ils ont raison d'être perdus. Moi je les comprends. C'est-à-dire que mais à partir d'un chiffre, d'abord il faut vérifier le chiffre. Ça c'est extrêmement important. C'est bien expliqué d'ailleurs dans un des papiers du livre que les chiffres c'est une chose, mais qu'ensuite ce qui compte c'est aussi de travailler sur les chiffres. Et donc, il y a ce côté-là, et c'est vrai que la NUP a fait appel à un certain nombre d'économistes pour justement essayer d'aller dans le sens de leur programme. Et il y a débat. Il y a débat, pas seulement d'ailleurs là sur les chiffres, mais aussi sur les conséquences de mesures qui sont proposées et qui sont quand même des mesures très très fortes. Vous prenez par exemple la montée des impôts, notamment les impôts de production. C'est un sujet qui est extrêmement important puisque ça implique de réfléchir ensuite à comment les industries vont pouvoir travailler, comment les entreprises vont pouvoir travailler dans un monde qui demeurera concurrentiel. Oui, c'est ça. Alors après, il y a des idées simplistes. Vous y arrêtez justement quand on dit, par exemple, souveraineté, protectionnisme, etc. C'était des gros mots avant pour certains et qui sont revenus finalement, j'allais dire à la mode un petit peu plus ces derniers temps avec la crise par exemple du Covid quoi. Bien sûr, vous avez absolument raison. Puis on s'est aperçu qu'on s'était désindustrialisé de manière extrêmement forte et qu'on a un méga déficit public. Donc ça, déficit commercial. Donc ce sont des questions vraiment fondamentales. Et c'est vrai que par rapport à cela, justement, il y a un papier par exemple de Pierre Docasse qui est extrêmement intéressant, où il montre qu'il ne faut pas avoir une vision trop radicale justement de cette question, c'est-à-dire que le protectionnisme n'est pas bon en soi, mais on peut avoir à protéger à un moment donné certaines industries quand elles sont naissantes ou quand elles sont particulièrement fragiles. Oui, c'est ça. Alors ça m'amène directement aussi à ce que vous avez écrit concernant, puisque les politiques culturelles, c'est vrai que d'un côté, on dit il faut ouvrir en fait le monde, et puis pour la politique culturelle, on a longtemps, et on défend toujours, une exception culturelle française, avec des quotas. Alors, si on les applique là, on doit les appliquer en fait ailleurs, quoi, non ? Oui, alors j'essaye de montrer justement qu'on peut avoir une politique qui
protège tout en étant ouvert. Et c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver ce bon équilibre. Et donc les positions extrêmement radicales consistant à dire il faut absolument protéger tous azimuts, etc., vont nous conduire à un déficit sans doute encore plus élevé et à des industries qui vont payer plus cher leurs matières premières, leurs produits intermédiaires, etc. Donc c'est pas là la solution. Et donc c'est ce travail-là qu'il faut faire et qui est compliqué parce que c'est plus facile d'avoir des positions extrêmement tranchées, des positions plus nuancées. Quand vous dites qu'il faut s'ouvrir sur l'extérieur, c'est aussi un problème d'exportation. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'exporte plus, on perd énormément d'argent aussi. Absolument. Et puis, il faut savoir aussi que notre commerce se fait avec l'Europe, avant tout avec l'Europe. Et donc, il ne faut pas avoir une vision comme quoi il faut absolument se fermer parce que la Chine nous fait une concurrence totalement déloyale. C'est plus compliqué que cela. Et donc, c'est dans cet entre-deux qu'il faut travailler. Oui, et qui est difficile, effectivement, de faire passer des messages. Il est d'autant plus difficile à faire passer que je dirais que les Français n'apprennent pas beaucoup l'économie dans les écoles, dans les collèges. À l'université, oui, si vous faites de l'économie. Et donc, il y a une absence de connaissances et on essaye de répondre à cela aussi. Mais est-ce que ça, ce serait pas, justement, quand on parle d'une réforme de l'éducation, et vous avez raison, Françoise Benamou, d'insister, ça fait des années qu'on entend ça en disant... Bah oui, nous en France, contrairement au programme aux États-Unis ou dans d'autres pays, je crois en Corée on le fait un petit peu, avoir des rudiments un peu de l'économie, du fonctionnement, et ne pas attendre quand on choisit une spécialité, quoi. Je crois qu'il y avait vraiment une réflexion à mener en termes d'éducation nationale sur l'économie, sur les mathématiques, par exemple sur les ordres de grandeur. Comment voulez-vous que les gens comprennent quand les ordres de grandeur leur échappent complètement? C'est-à-dire on s'envoie des milliards à la figure, mais on ne sait pas de quoi on parle. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement important de revenir aussi à un enseignement très concret, très concret pour les jeunes et les moins jeunes. Non mais oui, c'est vrai. Et c'est votre travail aussi. Oui, sur l'entrepreneuriat aussi, puisque aujourd'hui il y a énormément de gens qui se reforment, en tout cas qui quittent des métiers de salariat pour monter des entreprises. Mais ça aussi, il faut que on fabrique des entrepreneurs aujourd'hui. Bien sûr, de plus en plus. Ça a été d'ailleurs, c'était une des voies que suggérait Macron, surtout lors de sa première élection. Mais je crois très très important d'avoir conscience qu'on ne s'improvise pas auto-entrepreneur non plus. C'est pas si facile que ça. Il faut avoir des rudiments d'économie, de gestion, etc. Il faut être prêt à affronter aussi éventuellement des échecs. Et ça, je crois qu'aussi c'est un point qui n'est pas beaucoup dans la culture française, dans la culture économique française. C'est pas grave d'échouer. Il faut avoir le droit de recommencer et d'apprendre. Oui, c'est vrai. Et puis, entrepreneur, évidemment, il y a des risques, quoi. Il y a beaucoup de risques. Bien entendu. Parce que bien souvent, quand on est dans une position de salariat, on conteste, etc. Mais au moins, on a son salaire qui est là tous les mois, ou à peu près. Alors que, évidemment, quand on est auto-entrepreneur, c'est le risque, quoi. C'est la grande inconnue. Et ça, on n'est peut-être pas suffisamment bien préparé, quoi. On est mal préparé. En même temps, beaucoup de jeunes ont envie de se lancer, et donc il faut absolument les accompagner, les aider à la fois en formation, pour les aider aussi en capital, en démarrage des entreprises, etc. Ça, je crois que ce sont des points extrêmement importants. Allez, on va continuer avec vous juste après une courte pause. Françoise Benamou, des économistes qui répondent aux populistes, en fait, c'est de façon très claire, très concrète également, même si évidemment, par exemple, face aux inégalités, on va en parler dans un instant, on recherche toujours des solutions. Ça, c'est extrêmement, évidemment, complexe. Si vous voulez réagir, 0826 Cécile, 300. Exactement, vous l'avez dit Patrick, 9h42. C'est ça, vous avez vu, je m'en souviens de ce numéro. Pourtant, on est vendredi. La vérité en face. Et la vérité en face, les économistes répondent aux populistes. Bien sûr, ça correspond bien entendu à plein de sujets. On parle d'économie, mais l'économie parle de sujets différents. Françoise Benamou est avec nous, économiste spécialiste de l'économie, de la culture et des médias. Et ce livre qu'elle partage avec un collectif des économies répondent aux populistes aux éditions Odile Jacob. Oui, et il y a certains économistes qui se penchent sur la question des inégalités. C'est permanent, ça revient évidemment dans nos sociétés, ce qui est logique. Et là,
on voit que c'est difficile de trouver des réponses adaptées. Hein. Absolument. Alors d'abord, il faut bien analyser les inégalités. Les inégalités, elles sont, il y a des papiers qui le montrent, elles sont multidimensionnelles. Oui. Il y a les inégalités de revenus, il y a les inégalités de patrimoine, c'est déjà différent. Il y a les inégalités aussi de chance, d'une certaine manière. Quand vous arrivez à l'école, il y a les inégalités scolaires, etc. Et elles se recoupent pas complètement. Donc cette analyse-là, elle est très importante pour lutter justement contre les inégalités. Il faut savoir de quoi on parle. Ça, c'est une première chose. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet fondamental. Alors, elles se sont accentuées beaucoup moins qu'aux États-Unis, beaucoup moins que dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'elles sont fortes et qu'il faut lutter contre les inégalités, quelle qu'en soit justement la dimension, l'origine, etc. Ouais, et sur un plan économique, d'y répondre, c'est dur, quoi. En fait, dans une économie qui est complètement ouverte, où on ne maîtrise pas tout, quoi, forcément. Oui, on maîtrise pas tout, mais on peut redistribuer, et on le fait. On fait beaucoup en France, et c'est une manière de lutter contre les inégalités. Je crois qu'il faut faire un énorme effort, encore plus grand sur l'école, parce que c'est la base, c'est la base des de l'éducation. inégalités. Voilà, c'est-à-dire que si vous partez avec un handicap, vous avez du mal ensuite à vous hisser vers le haut de la société. Donc il faut reconstruire ce qu'on appelle l'ascenseur social. Donc, voilà, et tout cela, je crois que c'est extrêmement important. Et là aussi, pas de réponse simpliste. Oui, c'est ça. Mais revaloriser en fait aussi des secteurs, parce que l'ascenseur social, c'était toujours plus on montait pour être entre guillemets col blanc. Hein, je caricature un petit peu, mais c'était le col blanc face au bleu de travail, quoi. Et on s'aperçut que, c'est pas forcément uniquement sur ce socle que doit reposer une société. Et je crois que c'est très important aussi de revaloriser certaines professions. Alors on a beaucoup dit, par exemple, les infirmières, sont des gens formidables, mais il faut que ça se traduise aussi financièrement et puis dans la manière de considérer la société comme un tout et pas d'un côté les élites que les populistes dénoncent systématiquement, et je crois que c'est là aussi c'est simpliste, et puis de l'autre côté le reste de la société. Et les savoir-faire, les savoir-faire français surtout. Et il y a la corrélation entre immigration et chômage. Elle est faite souvent. Alors il y a plusieurs réflexions en fait dans ce livre sur cette corrélation. Pour montrer justement que les immigrés sont souvent jeunes, que ce sont des contributeurs plutôt positifs à la protection sociale. Il ne faut pas avoir la vision simplement, même s'il y en a, de gens qui viennent pour la protection sociale française, parce que souvent, justement, ils sont jeunes, ils vont travailler, ils sont loin d'être à la retraite, et donc ils vont apporter un plus à la société, ils vont occuper des métiers qui ne sont pas nécessairement occupés par des Français, et donc là aussi, c'est une question d'équilibre et de manière de savoir intégrer les gens. Et on le voit, en fait, dans notre société, il y a eu une accélération, en fait, totalement incroyable. Par exemple, sur tout ce qui est livreur, Uber Eats et compagnie, qui s'est développé en fait dans les villes. Vous avez vu, est-ce que ça ressemble à une nouvelle forme, ce que dénonçaient certains, d'esclavagisme, quoi, quelque part? Moi, je dirais pas ça, d'autant plus qu'il y a quand même un gros travail. Payer 1 euro ou 2 euros parfois de la course. Ça, c'est absolument vrai. Et donc, ce sont des populations, comme vous l'avez dit, immigrées, quoi, justement. Mais il y a un travail qui est fait justement pour essayer de salarier cette population et de les rentrer en quelque sorte dans notre univers à nous, français, qui est un univers, je dirais pas protecteur, mais en tous les cas, qui est quand même relativement organisé pour que les gens soient pas esclavagisés, justement. On parle de la révolution numérique. On a l'impression qu'on est opposé à ça, parce que certains vous disent que dans cette révolution numérique, il y a aussi la robotisation, le fait de perdre d'emploi. Quelle solution on peut trouver à ça? Est-ce que c'est indébrouillable ou effectivement il y a quand même des lueurs d'espoir? Moi, je crois qu'il faut surtout pas refuser la révolution numérique. Il faut au contraire aller de l'avant par rapport à elle et par exemple monter en compétences. Le papier de Christian Saint-Etienne est très intéressant là-dessus. Il dit il faut se positionner dans cet univers-là et il y a énormément de boulot à créer, pour voir. Et cette montée en compétences, on peut l'organiser au niveau de l'école. Et il y a toutes sortes de métiers, des plus humbles aux plus développés, si vous voulez, du point de vue de la compétence ingénieur, par exemple. Mais là, vous parlez d'une jeune génération. Aujourd'hui, on voit les cinquantenaires entre 50 et 65 ans qui n'ont pas de travail, qui ont eu, eux, une expertise qui ne sont pas reformés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? C'est ça aussi le trou dans la raquette. On peut quand même former, c'est-à-dire que il faut pas avoir peur de la montée du numérique, parce que dans le numérique, vous avez des métiers extrêmement accessibles.
oui, accessible en réalité. Et je crois qu'il y a une capacité quand même de se former. Et on le voit d'ailleurs, il y a pas beaucoup de chômage en France, alors que justement la révolution numérique est là. Et donc ça montre quand même qu'on a une capacité de s'adapter à cette nouvelle économie. Oui. Je pense que le pire, c'est de se dire ah non, surtout pas pour nous. C'est pas vrai. Et sur le numérique, parce que vous êtes spécialiste aussi de toutes ces questions audiovisuelles, médias et les réseaux, justement. Est-ce que là, on a été complètement dévoré, si je puis dire, par les Américains, les GAFA, sur l'ensemble en fait du numérique, et aussi les Chinois. Est-ce qu'on a encore une carte à jouer, ou il est trop tard, comme le disent certains déjà, qui renoncent, quoi. L'Europe a pas su, il faut bien dire ce qui est, créer un équivalent GAFAM. On en a quelques-uns. Prenez dans la musique Spotify. Mais on voit en même temps une capacité de se renouveler. Regardez par exemple la presse, que vous connaissez bien. La presse, quand même, après tout un temps où on patinait, a réussi deux choses. D'une part, à prendre à bras-le-corps le numérique et à être présente sur le numérique, et d'autre part, savoir se défendre par rapport aux GAFAM à travers la mise en place d'un système qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire d'obliger les GAFAM à payer à rémunérer. C'est quel bras de fer, et c'est pas terminé. Ça a été un bras de fer, c'est pas fini, mais on voit qu'on arrive quand même à jouer quand on travaille là-dessus, à jouer sur les deux dimensions, c'est-à-dire à la fois se défendre, mais ne pas faire que se défendre, mais aussi essayer de proposer. Mais vous n'avez pas l'impression que malheureusement on est emporté par une vague, quoi. Netflix, Amazon, qui se développent, très bien organisés et puissants, et beaucoup d'argent. Extrêmement puissants. Ils ont à la fois, ils ont beaucoup d'atouts. À commencer par l'argent, c'est-à-dire des capacités de trésorerie, etc. Quand vous voyez par exemple Netflix est maintenant présent sur le cinéma de manière extrêmement forte, mais avec nos systèmes à l'européenne, on arrive quand même à faire en sorte que ça profite aussi aux producteurs français et aux producteurs européens. Il faut les obliger, les contraindre. Il faut les contraindre, et dans le fond, ils peuvent y gagner aussi quelque chose, c'est-à-dire que ça leur permet de produire des contenus qui sont adaptés aux pays dans lesquels ils s'inscrivent. Ça n'a pas empêché Canal+ de se développer ces derniers temps. Donc voilà, moi je crois que... ça veut dire qu'on peut être plus ferme encore. Il faut à la fois être ferme et ne pas être que défensif. Ça, je trouve que c'est très très important. C'est-à-dire essayer de développer véritablement des stratégies, nous aussi. Mais peut-être qu'on a manqué, et que l'on manque en fait aujourd'hui de stratégie aussi. Alors parce que certains vont vous dire, c'est dilué au niveau européen, mais en même temps ça représente une certaine puissance, mais que nous, dans une stratégie nationale, on a du mal un peu à s'organiser en fait aujourd'hui. Sur beaucoup de filières. Sur beaucoup de filières, on le retrouve sur Amazon. La capacité, la puissance d'Amazon, on la voit bien dans le e-commerce. Bon. En même temps, je dirais que la messe n'est jamais complètement dite. Et regardez, par exemple, dans le marché du livre va relativement bien. Il y a Amazon, mais on garde des librairies en France, on garde un réseau de librairies qui est extrêmement important. Et mais on voit bien, pardon de vous couper, mais on voit bien qu'en temps de crise avec le confinement, les librairies, Amazon a continué à cartonner et les librairies mouraient. Donc, non, dans un premier temps, elles n'ont pas su se positionner, puis très vite elles ont compris qu'il fallait peut-être faire du click and collect, comme on dit, et qu'elles avaient une carte à jouer. Et les Français ont joué la carte des librairies. C'est-à-dire qu'ils ont, au bout d'un moment, compris. Ils les aiment bien, les librairies, parce que dans le fond, les Français souffrent beaucoup, notamment du fait que les centres-villes se vident, etc. Et voilà, la librairie, c'est un des lieux de socialisation, dans le fond. Et y compris pour les villes moyennes. Un dernier mot sur les chiffres, en fait, ce que l'on évoquait en tout début d'interview avec vous, quand on a tous ces chiffres, retraite à 60 ans, SMIC à 1500 €, allocation d'autonomie jeunesse à plus de 1000 €, etc., cantine scolaire gratuite et tout. Alors, sur le papier, ce que je posais comme question ce matin à Yann Brossa de l'ANUPS, qui est là, évidemment, tout le monde est plutôt d'accord. Après, est-ce que c'est réaliste ou pas, évidemment? Moi, je crois qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de financement, de dette publique, qui est vraiment considérable. Ça veut dire une augmentation des impôts. Alors, on nous dit on n'augmentera que les impôts des plus riches, mais la notion de richesse
Et quand même, voilà, ça peut toucher des classes moyennes supérieures, disons. Aujourd'hui, des classes moyennes même qui sont... Donc il y a ce problème-là, il y a le problème aussi de... quand vous distribuez du pouvoir d'achat, il faut faire très attention, ça ne relance pas nécessairement l'économie française, parce que nous restons une économie ouverte, donc on va creuser le déficit public. Donc on voit bien qu'on va être dans cette logique qui est un petit peu dangereuse. Non, je crois qu'il y a un vrai sujet. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre, hein, c'est vrai, hein, dans le programme de la NUP, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, évidemment, on est tous d'accord. Il faut faire très attention à cette augmentation de la dette et à la marginalisation qui peut en résulter de la France sur l'échiquier mondial. Merci Françoise Benamou. Donc des économistes répondent aux populistes. Hein. Il y a un certain nombre d'économistes. Hein. Il y a Yann Algan, Patrick Artus, qu'on connaît bien, Christian de Boissieu, Saint-Étienne et beaucoup d'autres contributions, un livre de contributions. Ça, merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Oui, absolument, qui reçoit le journaliste Maxime Guény. Oui, Dédé Berkoff sur le pont ce midi, bien sûr, comme chaque jour. Ensuite, Brigitte Lahaye, tous les programmes, les vraies voix ce soir. Et week-end très chargé. Et évidemment, le match de rugby ce soir avec François Trio et Castres-Toulouse. À Castres-Toulouse, on a toujours une culture rugby évidemment sur Sud Radio avec Daniel Herrero et ses envolées magiques. Demain, c'est la même chose aussi avec Montpellier contre Bordeaux-Bègles et évidemment Jean-Marie Bordry aux commandes de la matinale ce week-end. Et on se retrouve dimanche soir pour les résultats des législatives. Allez voter. Ciao, allez voter. Oui.